En grand écran. Il va pas vouloir? Si. Ah, comme ça c'est mieux. Hop. Parfait. C'est bon? Ok, donc, comme vient de le dire Géraldine, donc je suis doctorant je viens de finir ma première année du coup de doctorat donc, à l'IRIT dans l'équipe REVA. Et donc je vais vous parler de qualité, géométrique d'un modèle 3D et notamment appliqué à la reconstruction 3D. Donc c'est une parfaite transition avec les travaux qui ont été présentés avant. Donc une rapide introduction, les modèles 3D aujourd'hui on les retrouve dans de nombreux domaines, que ce soit la CAO, qui est la conception assistée par ordinateur, mais aussi dans le cinéma avec de l'animation ou encore l'architecture. Et dans tous ces domaines, en fait, on a parfois besoin de réaliser des jumeaux numériques d'objets qui existent dans la vie réelle, que ce soit pour créer des sets de cinéma en réalité mixte par exemple, ou comme l'a dit Jordan, du coup, pour faire de la conservation du patrimoine. C'est aussi hyper intéressant. Et donc pour ça, en fait, il y a différentes techniques qui ont été développées, comme la photogrammétrie, donc qui va être plutôt basée image, ou encore on peut faire de la reconstruction à partir de données issues des lidars, des capteurs lidar. Un des problèmes qu'on a dans la réalisation de jumeaux numériques, c'est que comment estimer la qualité du modèle qu'on a reconstruit. Est-ce qu'il va être complet? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de précision? C'est une question qui est hyper importante et en fait qui est trop peu souvent posée dans la littérature. Donc les objets 3D reconstruits, on peut déterminer deux grandes familles en fait, de défauts sur ces modèles. Les premiers qui sont relatifs à la complétude, donc là ça va être dû à des manques d'informations par exemple. Donc soit le modèle n'est pas complet, va avoir ici comme on peut le voir des bords, mais aussi des trous. Ou encore ensuite donc, la précision, où là on peut voir apparaître des non-uniformités en fait, au niveau de la densité de notre maillage, qui vont altérer finalement la qualité de notre modèle. Pour pallier à ce type de défaut, en fait, ce qu'on peut utiliser, c'est un algorithme dit de Next Best View, ou de meilleure vue suivante. Du coup, c'est un problème qui existe depuis un certain temps, on peut le voir depuis 1985 à peu près, les premiers papiers, qui sont utilisés notamment en robotique en fait, pour l'acquisition d'images à partir de bras robotisés, par exemple. Et en fait, ces techniques-là vont adresser le problème de la complétude, donc pour faire en sorte qu'il ne manque plus d'informations, mais très peu les défauts de précision. Nous, l'objectif de ce travail ici, c'est de faire un état de l'art finalement des métriques déjà existantes et de regarder finalement comment les métriques qui existent aujourd'hui, alors qu'elles n'ont pas forcément été conçues pour de la détection de défauts sur des modèles 3D, comment en fait elles vont pouvoir répondre. Et donc tout ça, ça passe par la création d'un jeu de données propre à notre problème et ensuite bien sûr à l'analyse de ces résultats. Donc dans un premier temps, j'y arrive, on va voir donc les métriques existantes. Donc il existe deux grandes familles de métriques. Une première famille de métriques qu'on va appeler les métriques extrinsèques, qui vont être abordées dans ce papier-là, qui sont des métriques donc, par comparaison de modèles. On dispose du modèle de référence et on dispose de notre modèle reconstruit et on va les comparer en fait tout simplement avec une métrique. Et du coup une deuxième famille de métriques qui sont les métriques intrinsèques, qui seront l'objet de futures recherches dans le cadre de ma thèse, qui là n'utilisent que des paramètres géométriques ou de texture propres à notre objet pour en estimer la qualité. Un petit mot sur les métriques extrinsèques, c'est qu'elles ont pour la plupart du temps en fait, été développées pour estimer en fait, les performances d'algorithmes de tatouage numérique, donc de watermarking, ou encore d'algorithmes de décimation de modèles, pour une application à la compression par exemple. Donc du coup, là l'objectif, ça va être de voir, face aux défauts de la reconstruction 3D, de regarder leurs réponses. Donc dans un premier temps, on va regarder des métriques assez simples qui vont être basées sur le calcul de distance euclidienne. Donc on va y aller, on va commencer là-dessus et ensuite on verra des métriques un peu plus évoluées qui vont être notamment fortement corrélées à des études utilisateurs. Donc la première métrique assez simple finalement, ça va être Hausdorff.
Donc on a donc nos deux ensembles ici, donc nos deux modèles, et on va calculer les distances minimales en fait de chaque point du modèle du modèle de référence vers le modèle reconstruit, et inversement. Et donc ça va nous permettre d'avoir les distances minimales entre nos deux modèles. C'est donc la première métrique la plus simple, on va dire. Et ensuite, c'est l'université de Middlebury qui a proposé en fait dans leur jeu de données deux métriques aussi pour évaluer la qualité des algorithmes de reconstruction de modèles 3D. Donc la première métrique, c'est ce qu'on appelle la complétude. Donc à partir de chaque point du modèle de référence, ici on est passé en mode discret, c'est pour ça que vous avez vu apparaître tous les points. À partir donc des points du modèle de référence, on va calculer les points qui se situent à une distance inférieure ou égale à DC de ces points. Donc ici, ça va être à une distance, oui c'est ça. Donc les points en rouge, et qu'on va ensuite diviser par le nombre de sommets total, donc ce qui va nous donner un pourcentage de points, un pourcentage de complétude de notre objet. La deuxième métrique a été introduite par Seitz dans ce dataset de Middlebury aussi, c'est ce qu'on appelle la précision. Là, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage donné, pour 75% ici pour l'exemple, et donc on va essayer de trouver à partir des points du modèle reconstruit, la distance telle que on se retrouve avec 75% des points finalement qui soient à une distance inférieure ou égale à la distance ici qui va être D2TP. Voilà. Donc là, je viens de vous parler de métriques assez basiques, on va dire, avec, sachant qu'il faut savoir en plus que complétude et précision vont avoir des résultats globaux sur notre modèle. Or ici, l'application visée est la Next Best View, ce qui fait qu'on a besoin en fait d'avoir des cartes de qualité locales sur nos modèles, donc elles sont peu adaptées. Et donc maintenant on va voir d'autres métriques, donc basées sur des paramètres plus intéressants, enfin plus complexes en tout cas, qui sont les angles dièdres, le contraste, la structure ou encore la courbure. Donc la première métrique perceptuelle, ça va être DAM pour Diedral Angle Mesh Error, donc qui est basée sur le calcul d'angle dièdre. Donc juste pour rappel, l'angle dièdre, en fait, c'est l'angle qu'il existe entre deux normales de face adjacentes. Et donc cette métrique est calculée ensuite elle va être pondérée avec un terme de masquage et un terme de visibilité, avec la différence des angles dièdres entre nos deux modèles. Voilà pour la première. Et donc la deuxième métrique perceptuelle étudiée, c'est MSDM pour Mesh Structural Distortion Measure. Qui elle donc est inspirée de SSIM, donc pour Structural Similarity du coup en image, et qui comme elle en fait va être basée sur le calcul de trois paramètres, le contraste, la courbure ou encore la structure, à partir donc de données statistiques issues de voisinage en fait sur nos modèles. Et donc c'est 5 ans plus tard, c'est ça, donc Guillaume Lavoué qui a proposé une évolution de cette métrique-là, puisqu'il faut savoir qu'au niveau perceptuel, c'est intéressant de considérer, une vision à plusieurs échelles. Du coup, il propose la métrique qui devient donc multi-échelle, où là, en fait, on va jouer sur la taille des voisinages sur lesquels vont être calculées la métrique. Et ensuite, donc, les résultats vont être sommés. Et l'avantage de cette métrique-là, c'est qu'en fait, avant le score global qui est fourni, il y a une métrique qui est locale qui est calculée avant, ce qui nous permet en fait d'avoir des cartes de distorsion ici entre nos deux modèles. Et donc là, vous avez un exemple, par exemple, de MSDM2 sur l'ajout de trous finalement sur notre modèle d'hippopotame qui ressortent bien avec la métrique. Donc je vous ai présenté toutes les métriques un petit peu qui existaient, et donc maintenant je vais vous montrer un petit comment on a réussi à les comparer entre elles, et notamment par la création d'un jeu de données. Donc pour ça on a récupéré 9 modèles issus d'Internet, qui sont assez variés, qui ont des géométries assez différentes. Certains sont issus de modélisation 3D, d'autres sont issus d'acquisition par laser par exemple. Et donc à partir de ces modèles, donc, on disposait du modèle de référence et on a décidé de faire un certain nombre de déformations donc, propres à la reconstruction 3D. Dans un premier temps, la décimation, j'y reviendrai plus tard, qui nous servira en fait à valider nos métriques, donc la décimation selon 4 niveaux. Ensuite, on a l'ajout de trous avec plus de 20 modèles différents de trous,
l'ajout de bruit global sur notre modèle, ou encore l'ajout de patch de bruit. Donc, si on fait un récapitulatif, on a 9 modèles avec à chaque fois 60 déformations, soit à peu près 540 modèles déformés. On calcule chacune des métriques sur tous nos modèles. Et enfin, donc on va normaliser, on va moyenner les résultats selon le même type de déformation, afin de pouvoir comparer en fait, les dynamiques de nos courbes les unes avec les autres, puisque comme chaque métrique est calculée sur des modèles différents, ce ne serait pas intéressant, si vous voulez, de comparer les valeurs 2 à 2. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première étude qu'on a fait, c'est sur la décimation. On voulait vérifier l'implémentation des métriques qu'on a utilisées, puisque comme elles ont été, comme je vous l'ai dit précédemment, elles ont été développées avant tout pour des algorithmes, pour vérifier la performance d'algorithmes de décimation. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on a, pour chacune de nos métriques, des courbes strictement monotones. Donc c'est exactement la réponse qu'on s'attendait. Plus on va avoir un pourcentage de décimation, de sommets décimés important, plus la métrique va avoir une réponse importante. Et donc maintenant, on va s'intéresser à l'analyse de la pertinence des métriques sur les déformations propres à la reconstruction 3D. Donc les premiers résultats qu'on a, c'est sur l'ajout de bruit global, où ici, donc on remarque que toutes nos courbes presque toutes nos courbes finalement sont strictement monotones. Donc on en a une ici qui est dame en violet au milieu, où on voit qu'il va passer par un maximum avant de redécroître, puis elle a une tendance à recroître après. Et en fait, c'est des résultats qui ne sont pas satisfaisants, puisque nous, on s'attend ici, pour l'augmentation d'une amplitude de bruit, à avoir des courbes strictement monotones, ce qui n'est pas le cas de dame. Donc une explication, c'est parce que c'est une métrique d'ordre 1, et qui est basée donc, sur la différence le calcul d'angle entre deux normales, du coup, et donc la différence d'angle. Et du coup, elle ne semble pas adaptée à la détection de bruit global dans notre cas, donc on l'écartera de l'étude. Et ensuite, il y a la complétude donc, de Middlebury, qui est la courbe qui est tout en haut, qui en fait va être constante sur les premières itérations, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, elles sont définies à un seuil près, ce qui fait que toutes les déformations qui vont être inférieures à ce seuil, en fait, vont être complètement lissées sur les premières itérations. Donc c'est un paramètre à prendre en compte ensuite pour nos métriques. Et ensuite, donc, on a ici les résultats pour l'ajout de bruits locaux sur nos modèles. Je vous présente les bruits, mais la réponse par rapport au trou est strictement similaire. On a ici une croissance de toutes nos courbes. Alors toujours pareil avec la Middlebury Completeness qui va avoir tendance à être constante sur les premières itérations. Et donc on voit qu'on a une croissance, plus on va augmenter la taille du bruit, on va avoir une croissance, y compris également si on augmente le nombre de trous, on va également retrouver une croissance de nos courbes. Là, vous avez un exemple un peu plus visuel avec la métrique MSDM2. Voilà, donc comme je l'ai dit, l'étude des trous est strictement similaire, donc je ne vous la présente pas là, mais on pourra y revenir après si vous voulez. Et donc maintenant, du coup, on va passer à la conclusion sur nos métriques. Donc, comme je vous ai présenté, donc, il y a des métriques basées sur le calcul de distance euclidienne qui sont assez simples et qui, ici, nous fournissent des scores globaux. Donc, qui ne sont pas forcément intéressantes pour notre problème donc, de Next Best View par la suite. Et enfin, donc, on a MSDM et MSDM2 qui sont des métriques plus perceptuelles et qui ont une réponse qui est très satisfaisante finalement face à nos déformations, à l'augmentation de nos déformations. Et c'est quelque chose qui était un peu inattendu parce qu'on n'avait aucune idée finalement de comment allaient réagir nos métriques qui ne sont pas finalement conçues pour ça à la base. Et donc c'est quelque chose qui est cool. Et voilà. Et donc du coup, ces métriques en fait, comme je vous l'ai présenté, en fait, ce sont des métriques extrinsèques. Donc ça veut dire qu'ils sont basés sur la connaissance du modèle. Or dans le problème de Next Best View, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément. Donc pour ça, on peut s'intéresser à des paramètres intrinsèques au modèle. Donc là, je vous ai mis un exemple de géométrie et on peut calculer par exemple la rugosité ou encore la courbure. On peut même aussi calculer la saillance de nos modèles. Et on se rend compte ici, donc sur notre modèle, où on va avoir des défauts ici au niveau du cou ou encore
sur le haut du dos, où qu'on a une réponse en fait assez frappante, enfin assez marquante en tout cas, de nos métriques intrinsèques. Donc c'est ces métriques-là ensuite qu'on pourra utiliser pour la Next Best View, en complément du coup de MSDM2 qui pourra nous servir en fait finalement à vérifier que les métriques utilisées répondent correctement. Et donc enfin, à plus long terme, on souhaite aussi ajouter la prise en compte de la texture, puisqu'on se rend compte que lors de reconstruction 3D, donc notamment par photogrammétrie, ici vous avez donc la texture du modèle original, sa géométrie, et après reconstruction, on se rend compte en fait qu'on retrouve la texture dans la géométrie, donc en fait ils sont complètement indissociables finalement, donc il va être intéressant de les implémenter et de les considérer conjointement en tout cas. Voilà. Merci pour votre attention. Oui. La décimation, alors pour la décimation, on utilise un algorithme, ça permet en fait de compresser des modèles, c'est-à-dire qu'on va supprimer des sommets en fait sur notre modèle 3D, de manière à conserver le plus possible sa géométrie, en fait en perdant le moins d'informations possible si on veut. Voilà en quoi ça consiste la décimation. D'autres questions? Tu nous as monté en simulation des modèles déformés. Yes. Pour tes comparaisons avec la vérité terrain, il n'y avait pas besoin de recalage. Mais si tu souhaites utiliser des modèles, par exemple, issus de reconstruction, comment tu comptes les recaler ensuite? Du coup, c'est exactement le même problème que tu as soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ça, quand on se retrouve avec un modèle déformé, en fait, on va devoir ensuite le recaler en fait avec notre modèle initial, et donc pour ça, on ajoute ces erreurs-là qui sont difficiles à quantifier, en tout cas dans un premier temps, donc c'est aussi à prendre en compte dans toute l'échelle d'évaluation de la qualité, si on a cette étape-là de recalage ou pas. Donc tu propagerais les erreurs de recalage dans tes indicateurs? Ça pourrait être intéressant, oui, de le savoir, pour savoir si, en fait, quelles sont les zones les plus probablement en fait, impactées par ce recalage-là. D'accord, merci. Merci à toi. Au niveau de la vérité terrain, de l'évaluation des métriques, c'est-à-dire que, en qualité d'image, notre vérité terrain, c'est la qualité donnée par les utilisateurs. Là, dans ta tâche, est-ce que tu auras un moyen d'avoir une espèce de vérité terrain de qualité, un indice donné par les utilisateurs, par exemple, c'est ça? De corrélation de la métrique, en fait. Est-ce que tes métriques pourraient être corrélées avec une métrique? Les utilisateurs, c'est pas ce qui t'intéresse pour la Next Best View, je sais pas, est-ce que ça sera le nombre d'images dont tu auras eu besoin pour reconstruire ton modèle 3D? En fait, c'est quoi ton objectif? Quelle sera la meilleure Next Best View, quoi? Comment tu sauras dire si ta métrique elle t'a donné la bonne indication? C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'en fait, donc, pour la Next Best View, nous, on va se baser, donc, dans un premier temps, c'est pour de la reconstruction itérative. Donc l'idée, en fait, ce serait qu'un utilisateur puisse prendre 2-3 photos, on fait une première reconstruction, et ensuite, donc, on va essayer d'estimer sur ce premier modèle reconstruit de savoir quelles sont les zones à améliorer. On va proposer une Next Best View, et donc ensuite, on pourrait quantifier soit sur la quantité d'informations apportées par la vue, si on veut, entre guillemets, compléter le modèle pour être sûr qu'il soit complètement fermé, watertight finalement. Et donc on pourrait le quantifier là-dessus par exemple, mais ça peut aussi être sur de la comparaison finalement de l'étape n-1 à n. Est-ce que ça n'a pas ajouté plus d'erreurs que ça a rajouté d'informations par exemple, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est totalement le type de métrique qui pourront nous servir ensuite à savoir si c'est la bonne Next Best View ou pas. Ok, merci. Ouais. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on remercie Rémi et les autres.